C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, la Commission de l'océan Indien va mettre en place un plan et des zones de production communes selon les conclusions de la conférence ministérielle qui s'est tenue aujourd'hui à Noussi. Les participants ont défini ensemble les objectifs, les stratégies et les opportunités à saisir pour la région de l'océan Indien. Madagascar, grâce à son vaste territoire et son potentiel agricole, se positionne comme un acteur clé pour approvisionner les pays voisins. Sai Sylvain, Andniana Martina et Nzaranjiansu. La région de l'océan Indien compte 32 millions d'habitants, mais les 5 pays membres de la COI restent encore fortement dépendants des importations, notamment en matière alimentaire. C'est dans ce contexte que la COI ambitionne de relever un défi majeur à travers le PRESAN, Programme Cadre National de Sécurité Alimentaire et de Nutrition, comme l'a souligné la conférence ministérielle sur la sécurité alimentaire et l'autosuffisance qui s'est tenue aujourd'hui à Noussi. Le PRESAN est un plan régional visant à améliorer la production alimentaire et à lutter contre la malnutrition. Son principal objectif est la création de zones de production communes dédiées à l'agriculture et à l'élevage, capables d'alimenter les pays membres de la COI. L'initiative prévoit aussi une augmentation des rendements agricoles grâce à un soutien accru aux agriculteurs. Ceux-ci bénéficieront de nouvelles techniques, de technologies, de production plus performantes et d'outils modernes. Un autre volet clé du projet concerne la relance du marché régional afin d'améliorer et d'intensifier les échanges commerciaux entre les pays membres de la COI. Pour Madagascar, ce programme représente une véritable opportunité. Avec son vaste territoire et son important vivier d'agriculteurs, le pays pourra accroître sa production et approvisionner les autres nations de l'océan Indien. La mise en place du PRESAN générera également des emplois et renforcera les relations économiques entre Madagascar et ses partenaires régionaux. Les ministres de l'Agriculture des pays membres de la COI, ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers, ont assisté à cette conférence. Tous ont échangé leurs points de vue afin d'élaborer une stratégie commune pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Les conclusions de cette réunion seront présentées lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COI qui se tiendra à Madagascar en avril prochain. Outre la COI, Madagascar s'apprête également à accueillir en avril prochain le Comité mondial des femmes chefs d'entreprise. Plus de 150 délégués issus de plusieurs pays feront le déplacement pour cet événement économique international. Une occasion en or pour le pays pour renforcer la coopération, ouvrir de nouvelles perspectives à l'international et développer les compétences entrepreneuriales malgaches, selon la présidente du groupement des femmes entrepreneurs malgaches. Ces dernières jouent un rôle clé dans l'économie nationale et la promotion du secteur privé dans le pays. Andniana Martina, Sech Anjanab. La place des femmes dans l'entrepreneuriat malgache ne cesse de croître. Selon les statistiques de l'EDBM, l'organisme chargé de la promotion des investissements à Madagascar, 1537 entreprises ont été créées en 2024, dont 36% dirigées par des femmes et 29% comptant des femmes parmi leurs membres. Les femmes entrepreneurs contribuent largement au développement de l'économie nationale, a souligné le président du groupement des entreprises de Madagascar. L'organisation à Madagascar du Comité mondial des femmes chefs d'entreprise en avril prochain renforcera cette dynamique. Toutefois, de nombreux défis persistent pour les femmes dans le monde des affaires. Cet événement international apportera des solutions concrètes à ces problématiques. Plus de 150 chefs d'entreprise et délégations venus d'Australie, de Suisse, de France, d'Égypte, d'Allemagne, du Mexique, d'Italie et de Monaco sont attendus pour l'occasion. Cet événement international, prévu du 28 au 30 avril à Antananarive, ouvrira la voie à de nouvelles collaborations, favorisera les échanges d'expériences, notamment dans le domaine technologique, et aidera à mieux comprendre les besoins du marché international. L'ouverture de nouveaux circuits commerciaux représente un atout majeur pour les femmes entrepreneurs malgaches.
Le groupe Injet, qui regroupe Aéropub, Domapub, Injet et Viva, soutient également cette initiative, partageant la même vision en faveur de l'autonomisation et le développement des femmes dans le monde des affaires. Groupe Injet, à travers ces 4 sociétés filles, Injet, Domapub, Aéropub et Viva, ont choisi d'être partenaires de cet événement parce que nous partageons les valeurs qui est l'entrepreneuriat féminin, l'engagement aussi, la croissance économique et aussi l'excellence professionnelle. Et donc à travers notre expertise et notre savoir-faire en communication, nous avons accepté d'être sponsor Platinum, Gold et Silver de cet événement pour accompagner cette grande initiative de grande envergure. Toujours en économie, les discussions entre la Banque centrale et le ministère des Mines sont déjà en cours et l'appel à manifestation d'intérêt pour les opérateurs souhaités exporter de l'or ou le vendre à la Banque centrale sera lancé prochainement, a déclaré aujourd'hui le ministre des Mines, Rakutmalala Ernjain Olivier. Les opérateurs dans ce secteur devront rapatrier l'intégralité des devises issues de l'exportation, dont 70% devront obligatoirement être convertis en arrière. Les détails sur les images de Yves Janel. Le secteur de l'or sera restructuré afin d'augmenter les recettes publiques et d'atteindre un taux de croissance de 5% en 2025. La lutte contre l'exportation illégale de l'or est également une priorité. Ainsi, les opérateurs souhaitant intégrer ce domaine devront mettre en place un système de collecte locale, selon les précisions du ministre des Mines, Rakutmalala Ernjain Olivier, aujourd'hui. La Banque centrale de Madagascar et le ministère des Mines collaboreront étroitement pour la mise en œuvre de cette initiative. Un accord de partenariat a déjà été signé en 2023. La Banque centrale sera responsable du transport de l'or à Antananarivo, a-t-il poursuivi. Par ailleurs, les opérateurs doivent également rapatrier l'intégralité des devises issues des exportations, dont 70% devraient être convertis en arrière. Ils ne pourront plus exporter tant que ces fonds n'auront pas été entièrement rapatriés. Pour garantir l'application de ces mesures, une collaboration avec les forces de l'ordre est nécessaire afin de faire respecter la loi et de lutter contre ceux qui exploitent et exportent illégalement de l'or. À noter qu'à ce jour, le prix de l'or est de 97 $ le gramme. Une hausse continue est observée au cours des 5 derniers mois. Dans les actualités également, le 21 mars marque la Journée internationale des forêts, célébrée également à Madagascar. Cette année, la cérémonie officielle s'est tenue à la station forestière d'Ambatfoot, dans le district d'Atsimoujan, sous le thème « Les forêts, source de vie et d'aliments ». Par ailleurs, cette date est aussi dédiée aux agents forestiers qui jouent un rôle essentiel dans la préservation des forêts et la gestion durable des ressources naturelles. Les forêts purifient l'eau et l'air que nous respirons. Elles offrent également divers services écologiques et constituent une source de richesse inestimable. À Madagascar, 80% de la population vit directement ou indirectement des ressources forestières, que ce soit pour l'exploitation du bois, l'alimentation, la médecine traditionnelle ou encore l'accès à l'eau. En outre, les forêts malgaches abritent une biodiversité unique au monde, avec des espèces animales et végétales endémiques. Le pays possède plusieurs types de forêts humides, forêts sèches et mangroves. Toutefois, seuls 15% des surfaces forestières subsistent encore et sont majoritairement intégrées aux aires protégées de Madagascar. Ces forêts subissent de nombreuses pressions humaines, notamment les feux de brousse, la déforestation illégale et l'exploitation abusive des ressources. Le changement climatique vient aggraver ces menaces, explique le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Antonirina Fontaine. Depuis 2012, le 21 mars est reconnu au niveau mondial comme la Journée internationale des forêts. En 2025, la célébration s'articule autour du thème « Les forêts, source de vie et d'aliments ». Cette journée est aussi l'occasion de mettre en avant le travail des agents forestiers qui sont en première ligne pour protéger les forêts et faire appliquer la loi contre l'exploitation illégale des ressources naturelles.
Actuellement, Madagascar compte 314 agents forestiers répartis sur l'ensemble du territoire, mais leur nombre reste insuffisant selon le ministre de l'Environnement. Les forêts représentent également une richesse économique majeure. Un hectare de forêt est estimé à 10 000 $ en valeur écologique et la vente de crédits carbone générés par la conservation des forêts a déjà rapporté près de 50 millions de $ au pays. Pour que les communautés locales puissent bénéficier de ces ressources, l'État a mis en place un système de gestion communautaire confié au Vundjnul Naifut VOI. Ces organisations locales, au nombre de 1500, sont en première ligne pour préserver les forêts. Cependant, la gestion actuelle des forêts reste fragile. Madagascar manque cruellement d'agents spécialisés et aujourd'hui, un seul chef forestier doit gérer une superficie de 200 000 hectares. Un défi majeur pour la préservation des richesses naturelles du pays. Dans un tout autre sujet, le ministre de la Défense nationale a officiellement ouvert ce jour au stade Baré Amamas les cérémonies commémoratives du 78e anniversaire du mouvement du 29 mars 1947. Cette année, l'accent est mis sur la transmission de l'histoire aux générations futures à travers diverses activités sous le thème choisi par le comité technique d'organisation Tulpanafan Fani Lumiampita Wantaranak ou Lutte pour l'indépendance, un flambeau à transmettre aux générations. Nyarvulatsferen, Braz de Nilsson. Se souvenir de l'histoire, honorer la mémoire des héros qui ont combattu pour l'indépendance et transmettre ce flambeau aux générations futures, tel est le sens de cette commémoration. De nombreuses vies ont été sacrifiées et beaucoup de sang a coulé pour l'indépendance malgache lors du mouvement de 1947. Parmi les survivants de cette lutte figure Ranjana Soul, âgé aujourd'hui de 97 ans. Son message aux jeunes générations est clair: préserver fermement l'indépendance que nous avons acquise. Le ministre de la Défense nationale, le général Saïvel Lalamounza Delphin, a souligné que cette commémoration vise avant tout à raviver le patriotisme et à rendre hommage aux combattants qui ont lutté pour l'indépendance de Madagascar. L'événement a été marqué par l'ouverture d'une exposition historique sur le mouvement de 1947, ainsi que par une consultation médicale gratuite destinée aux anciens combattants et aux personnes âgées de plus de 65 ans. D'autres cérémonies sont prévues. Demain, un office religieux à l'église adventiste de Suamananjarn aura lieu. Dimanche 23 mars, culte œcuménique à la cathédrale catholique d'Andoual. Samedi 29 mars, cérémonie principale avec le dépôt de gerbes sur les tombes des héros et l'allumage de la flamme éternelle. En plus des célébrations à Antananarivo, Manakara et Muramang, des événements commémoratifs se tiendront à travers tout le pays. À Muramang, la Kanfia d'Anantsu, un centre dédié aux anciens combattants, sera inauguré le 29 mars. Aujourd'hui, 233 anciens combattants sont encore en vie, répartis dans 33 districts à travers Madagascar. Le gouvernement leur accorde une prise en charge spéciale, incluant une pension à vie, ainsi qu'un accompagnement sanitaire et social. Et puis, le syndicat des paramédicaux et l'ordre des infirmiers et sages-femmes ont rencontré aujourd'hui le ministre de la Santé publique, le professeur Ranjiamanatani Zeliarvelu. Après avoir écouté les doléances du syndicat, le ministre a affirmé que des solutions immédiates seront mises en place, tandis que d'autres seront appliquées progressivement. Le président du syndicat des paramédicaux fonctionnaires a rappelé qu'il s'agit de la 3e rencontre entre le ministère et le syndicat et que des solutions sont proposées à chaque réunion. Radramana Zatouf, Kevin Ravuniarsan pour plus de détails.
Le ministère de la Santé publique a reçu ce matin à Mbouida le syndicat des paramédico-fonctionnaires et l'ordre des infirmiers sages-femmes. Le syndicat a présenté ses revendications liées aux conditions de travail et aux difficultés rencontrées par les paramédicaux. À l'issue des échanges, des mesures seront appliquées dès la semaine prochaine, a annoncé le ministre de la Santé publique, le professeur Ndjamanatan Zeliarvelu. D'autres demandes nécessiteront un traitement progressif, mais des solutions seront trouvées, a-t-il assuré. Le président du syndicat des paramédico-fonctionnaires a souligné que les discussions avec le ministère ne sont pas une première. Il a également insisté sur l'importance de la continuité du travail et a mis en garde contre toute tentative de perturbation. Il a appelé tous les paramédicaux à poursuivre leur travail. Le syndicat a été représenté par les délégués de chaque région lors de cette rencontre au ministère de la Santé publique à Mbouida. 100 magistrats issus de la promotion Kanti ont officiellement reçu leur diplôme aujourd'hui à la Cour suprême d'Anoussi. Après 2 années de formation au sein de l'École nationale de la magistrature et des greffes, ENMG, ils seront affectés dans 6 tribunaux de première instance qui seront inaugurés prochainement. Les détails. 100 magistrats ayant suivi 2 années de formation au sein de l'ENMG ont reçu leur diplôme et ont été officiellement présentés ce jour à la Cour suprême d'Anoussi. Selon le ministre de la Justice, Rakoutmandi Benjamin Alexis, ces nouveaux magistrats seront nommés dans les 6 tribunaux de première instance qui ouvriront prochainement afin de renforcer un corps judiciaire encore en sous-effectif. Ils sont attendus sur des valeurs d'humilité et pour la lutte contre la corruption. Parmi eux, 60 ont choisi d'exercer en tant que juge des affaires civiles, 20 en tant que juge des tribunaux administratifs et les 20 derniers en tant que juges spécialisés en gestion financière publique. La prestation de serment de ces magistrats issus de la promotion Kanti est prévue pour ce jeudi. Pour terminer les actualités locales, les habitants du sud de Madagascar font encore face à de grandes difficultés après le passage des cyclones Andé et Jude, a déclaré le sénateur Thiebouma Léo. Cependant, il a souligné que le gouvernement poursuit ses efforts pour soutenir la population sinistrée et atténuer leurs difficultés. Détail avec Jean-Claude Ndjamalal. Le sénateur Thiebouma Léo a vivement critiqué l'attitude de certains responsables politiques originaires du Sud pendant cette crise. Il a notamment dénoncé le comportement d'un député de l'opposition élu à Touliar qui, selon lui, n'a pas soutenu les sinistrés et a préféré rejeter la responsabilité sur le président de la République. Selon le sénateur, le peuple du Sud traversait une période extrêmement difficile et avait besoin d'aide, mais ce député leur a tourné le dos au lieu de leur venir en aide. Il a également rappelé que la politique et l'urgence humanitaire sont 2 choses distinctes et qu'il ne faut pas les mélanger dans les moments aussi critiques. Certains politiciens sont aveuglés par la haine et oublient les valeurs fondamentales de solidarité et d'entraide qui caractérisent le peuple malgache, a-t-il déploré. En outre, l'aide aux sinistrés dans le sud du pays se poursuit. Malheureusement, certains continuent de dénigrer les actions du gouvernement malgré les efforts concrets déployés pour soutenir la population. Le sénateur appelle ainsi la population du Sud à rester unie et à suivre les directives des autorités pour la mise en œuvre du plan de reconstruction après ces 2 cyclones dévastateurs. Dans les actualités internationales, Donald Trump a signé hier un décret visant à éliminer le ministère de l'Éducation. Un projet attendu et applaudi par la droite américaine, mais qui ne peut être mené à son terme qu'après l'aval du Congrès. France 24. C'est entouré d'élèves et étudiants que Donald Trump a souhaité signer ce décret qui fait l'objet de controverses. La suppression du département de l'éducation des États-Unis. C'était une promesse de campagne réalisée à peine moins de 3 mois après son investiture. Nous allons tout simplement renvoyer l'éducation aux États-Unis là où elle doit être.
Il s'agit là d'une mesure très populaire, mais surtout d'une mesure de bon sens. Je peux vous dire, pour avoir traité avec les gouverneurs et d'autres personnes dans l'État, qu'ils le veulent tellement, qu'ils veulent reprendre leurs enfants et leur donner un véritable enseignement individuel. Le coût sera probablement réduit de moitié et l'éducation sera peut-être bien meilleure. Créé en 1979 par le président démocrate Jimmy Carter, le département de l'éducation n'a pas de poids déterminant dans l'organisation du système scolaire des États-Unis, pays où l'éducation dépend essentiellement des États fédérés. Il n'a donc aucun impact sur les programmes scolaires. Mais avec un budget de 238 milliards de dollars en 2024, le département de l'éducation avait plutôt un rôle social, comme l'attribution de bourses aux étudiants ou encore le financement de projets destinés aux élèves issus de milieux modestes. Sur cette question, Donald Trump tente de rassurer. Les ressources pour les enfants handicapés et ayant des besoins spéciaux seront préservées dans leur intégralité et redistribuées aux différentes agences et départements. Depuis l'avènement de Donald Trump en politique, les conservateurs de la droite américaine ont fait de l'éducation un terrain de lutte idéologique contre les idées progressistes. Le démantèlement du département de l'éducation est également un moyen de continuer la chasse aux dépenses publiques. Avant que les États-Unis n'ouvrent les pourparlers concomitants lundi en Arabie Saoudite avec Moscou et Kiev en vue d'une trêve limitée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé hier aux Européens de ne pas relâcher la pression sur Vladimir Poutine en poursuivant leur aide militaire et en maintenant les sanctions contre la Russie. France 24. Réunis en sommet, les Européens à l'écoute de Volodymyr Zelensky. Depuis la Norvège, le président ukrainien a exhorté ses alliés du vieux continent à maintenir leurs sanctions contre Moscou jusqu'au retrait des troupes russes de son territoire. L'occasion aussi pour lui de dénoncer les violations du cessez-le-feu partiel, conclu en début de semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Hier soir, une autre frappe russe a touché nos infrastructures énergétiques. Malgré les propos de Poutine, qui se dit prêt à mettre fin aux attaques, rien n'a changé. Au lendemain de son appel avec le président américain qui a évoqué le transfert aux États-Unis de la propriété des centrales nucléaires ukrainiennes, Volodymyr Zelensky affiche sa fermeté, il en est hors de question. Dans le même temps, il l'annonce, une délégation ukrainienne sera présente lundi à Jeddah pour des discussions avec les Américains tout comme les Russes. De nouvelles négociations, alors que sur le terrain, les bombardements russes se poursuivent. Il est environ 5 heures ce jeudi matin à Kherson, lorsque plusieurs frappes russes s'abattent sur cette grande ville du sud de l'Ukraine. L'un des obus tirés a endommagé un bâtiment historique, mais heureusement pour les habitants, aucun blessé n'est à signaler. Et enfin, pour terminer, l'armée israélienne a déclaré entendre ses opérations terrestres dans le sud de la bande de Gaza. Depuis mardi et la reprise des offensives par Israël, les morts se comptent par centaines dans l'enclave palestinienne, selon la défense civile de Gaza. Des opérations menées avec le soutien total de Washington. France 24. Des scènes de chaos, encore et toujours, dans la bande de Gaza. La population démunie ne peut que constater l'étendue des dégâts. Ici à Betlaïa, une frappe a tué de nombreux membres d'une même famille. Quelle est notre faute? Nous sommes assiégés, confrontés à la mort et à la souffrance. Ayez pitié de nous. Nous sommes épuisés. Quelle était la faute de ces victimes ou de nos enfants? L'armée a appelé à l'évacuation des zones frontalières d'Israël, fort du soutien de son allié américain. Après l'offensive particulièrement meurtrière de ces derniers jours, l'État hébreu a annoncé tendre son opération terrestre dans le sud de l'enclave. Cette situation, ne l'oublions pas, est entièrement imputable au Hamas, qui a lancé cette attaque brutale contre Israël le 7 octobre. Le président a clairement indiqué qu'il souhaitait que tous ses otages rentrent chez eux. Il soutient pleinement Israël et l'armée israélienne, ainsi que les actions entreprises ces derniers jours. Un peu plus tôt, l'État hébreu affirmait avoir repris le contrôle du corridor de Netzarim, principal verrou entre la ville de Gaza et le sud du territoire.
L'armée israélienne a repris des opérations terrestres ciblées, sécurisant des zones clés jusqu'au centre de l'axe Netzarim. Nos forces contrôlent désormais le centre et le sud de Gaza, étendant la zone de sécurité et créant un tampon partiel entre le nord et le sud. Le Hamas appelle les pays arabes à faire pression pour mettre fin aux violences et dit avoir visé Israël avec des roquettes. Pour appuyer sa déclaration, le mouvement islamiste a diffusé cette vidéo. L'armée israélienne, de son côté, affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data, présentée par Jean-Claude Ndjabalal. Au revoir et bon vendredi à tous.